Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des enfants précoces. Il y a en fait un sujet qui n'est jamais abordé, je ne sais pas exactement pourquoi, j'ai jamais vraiment trouvé grand chose là-dessus, donc c'est un peu surprenant, surtout que c'est quelque chose dans lequel l'enfant précoce est franchement très précoce. Alors c'est un peu comique aussi parce que quelque part on étudie énormément l'intelligence de l'enfant précoce de l'adulte ensuite, hein, devenu HP, donc on le sait tous, quand vous êtes HP adulte, vous avez forcément été un enfant précoce. Et il y a un domaine dans lequel vraiment c'est évident qu'il est précoce, mais c'est tellement gros à mon avis que ça passe inaperçu. Et donc je voudrais parler de ce sujet justement ici, parce que quand même je trouve que c'est étonnant que beaucoup de personnes se focalisent sur l'intelligence de l'enfant, sur ses facultés mentales, sur son potentiel éventuel, sur sa gaucherie physique, sur beaucoup de choses, mais absolument pas sur cet aspect-là. Et en fait, je veux parler de la précocité au niveau des relations amoureuses. Donc effectivement, l'enfant précoce va tomber très vite amoureux. Très intensément, donc quand je dis très vite, ça peut être 8-9 ans, hein, donc très fortement amoureux, et ça aussi c'est typique des HP, donc des surdoués. Donc le petit zèbre, lui, tout simplement, il est très fortement dans l'hypersensibilité, donc dans ses sentiments, qu'il le montre ou pas. Et donc forcément, il a plus tendance à tomber amoureux très vite de quelqu'un, puisque il est ouvert généralement aux nouvelles expériences, puisque sinon il s'ennuie. Et donc le fait d'être ouvert à ces nouvelles expériences va faire aussi plus facilement qu'il va avoir envie de renouveau et donc de tomber amoureux inconsciemment. Donc hein, ça c'est tout ça est inconscient, mais forcément c'est un enfant qui plus vite va découvrir l'amour plus rapidement que les autres. Et ça veut dire aussi les chagrins d'amour, hein, parce que lui est plus propice à vivre des chagrins d'amour puisqu'il ne fonctionne pas comme les autres. Forcément, il va se retrouver face à quelqu'un qui, déjà, par l'âge, généralement, n'a pas encore vécu ce type de sentiment, donc peut se moquer facilement de lui, peut facilement ne pas comprendre ce qu'il vit. Et lui-même aura peut-être un petit peu honte de ce qu'il vit parce que généralement quand on est hypersensible, la plupart du temps, ça dépend évidemment du milieu dans lequel on évolue, mais souvent les parents, les enseignants, etc., ça les ennuie très fortement que vous soyez hypersensible, surtout dans le milieu scolaire, parce que ça empêche d'apprendre correctement, ça empêche... c'est la vision du professeur, hein. Moi je trouve qu'au contraire, apprendre les sentiments, c'est quand même quelque chose de très important, et si vous n'apprenez pas ça dans la vie, je ne sais pas à quoi ça sert de vivre aussi, puisque on le sait tous, l'amour c'est vraiment quelque chose de central dans la vie, l'amitié aussi, donc autrement dit les sentiments c'est vraiment capital, et on fait dans ce monde semblant que ça n'existe pas, que ce n'est pas si important, alors qu'en réalité l'enfant quand il vit ça à la puissance 100 000 je dirais par rapport aux autres, et donc du coup il se sent amoureux mais à l'extrême, il se sent passionné à mort, on va dire, et c'est vraiment une question de vie et de mort, et donc du coup on a tendance aussi à se foutre de ses sentiments, parce que s'il en parle à un adulte par exemple, on va lui dire ouais c'est jamais qu'un truc d'enfant, il ne peut pas vraiment être amoureux, il va être minimisé dans ce qu'il ressent, et donc lui-même il risque aussi de ne pas prendre au sérieux ses sentiments, de les enterrer, de les cacher, de mal les vivre, et en plus il a une peur bleue de les déclarer aussi à la personne concernée, et donc s'il le fait, s'il a le courage de le faire, parce que au début il n'a peut-être pas nécessairement conscience que l'autre n'est pas comme lui, c'est ce qui est souvent le cas en tout cas. Évidemment s'il tombe sur un autre surdoué ça peut être génial, surtout si l'autre ressent la même chose, mais en fait il y a quand même beaucoup de chance pour que le premier amour en fait se passe assez mal. Les premiers amours enfantins donc justement ne sont pas si enfantins que ça, puisque c'est vécu quand même dans un mode assez adulte. Le surdoué, quand il vivra ça à l'âge adulte, va vivre aussi de la même façon que ce qu'il a vécu enfant, et donc du coup il va comprendre que ces sentiments-là n'étaient pas si enfantins que ça, mais peu de personnes peuvent lui donner une légitimité à ce niveau-là en fait. Donc peu d'adultes vont se dire bah oui ce sont de réels sentiments. Généralement ça ne passe pas pour de réels sentiments justement vu l'âge de l'enfant. On va avoir du mal à lui octroyer cet amour réel en fait qu'il vit. Parce que ça perturbe, hein, comme toujours, il est en dehors des clichés, il est en dehors il est hors des chemins classiques, et donc du coup forcément les autres ne le comprennent pas, c'est un petit peu difficile pour lui de vivre tout ça, et malheureusement ça va impacter sa vie amoureuse, donc c'est à dire qu'au départ
comme il vit un chagrin d'amour, il va souvent associer l'amour à quelque chose de négatif, à quelque chose de douloureux. Surtout si, quand il va déclarer sa flamme, c'est mal perçu, qu'il le déclare à l'extérieur ou la personne concernée. Beaucoup de personnes vont lui dire mais attends, tu rigoles ou quoi, c'est pas possible que tu vives ça. Donc en fait, on va minimiser ce qu'il ressent, ça va pas être pris au sérieux. Et du coup, lui, il va vivre une certaine frustration à ce niveau-là. Et donc du coup, il aura du mal ensuite à déclarer ses sentiments. Il va s'enfermer généralement. Il va avoir du mal à les montrer, ces sentiments-là. Il va feindre beaucoup de choses et c'est le début du faux masque que l'on connaît, du faux self, du masque que l'on connaît, qui arrive assez tôt finalement dans la vie du surdoué, tant en amitié qu'au final en amour également. Alors aussi, le fait d'associer l'amour à quelque chose qui ne réussit pas souvent, lui, il va prendre conscience très vite que choisir la bonne personne est important et donc il ne sera pas joué comme jouent les autres en fait. Donc vous avez souvent des adolescents qui sortent avec des gens pour sortir avec des gens, pour l'expérience, pour apprendre. Le surdoué aura du mal à faire ça et justement il aura une petite carence à ce niveau-là parce qu'il ne sait pas être naturel, parce que pour lui l'amour ce n'est pas un jeu et donc du coup il ne comprendra pas nécessairement qu'on l'utilise aussi lui comme un jeu puisqu'il va rentrer dans les jeux des autres en fait. Souvent c'est un enfant qui va quand même attirer pas mal les autres, qui va intriguer beaucoup. Et on sait tous que quand on intrigue en amour, on confond ça souvent avec des sentiments amoureux. En tout cas, le normopensant va souvent être attiré par un surdoué justement parce que il est en hors norme, il est décalé. Et il y a un peu l'attrait de la nouveauté qui est souvent propice à au début de l'amour, au début de comment dire, du coup de foudre, hein. Quand le coup de foudre arrive, c'est justement parce que l'autre est différent et on est attiré par cette différence et on imagine que l'autre va changer complètement notre vie. C'est un espoir fou en fait, hein, que de tomber follement amoureux justement. Et donc le surdoué est plus au centre de l'attention à ce niveau-là puisque forcément il est décalé, il est forcément différent et c'est un peu ce dont l'autre a besoin. Donc malheureusement, l'autre ne vit pas ça de façon aussi intense. Les sentiments généralement s'effacent assez vite après, je veux dire, avoir fait battu le cœur des autres. Généralement, l'autre va laisser ça assez vite de côté et va passer à autre chose. C'est ce que le surdoué ne va pas trop comprendre et du coup lui il va être tout le temps en recherche de quelque chose et il va avoir la peur que la relation se termine et ça, cette peur là va être bien enracinée aussi. Donc d'une part il y a la peur de déclarer son amour, la peur de ne pas de ne pas savoir montrer ses sentiments, une certaine honte à ce niveau-là puisqu'il se rend bien compte que les autres y arrivent très bien puisque les autres sont plutôt dans l'ordre du jeu. Les autres vont plus facilement sortir, donc les normopensants, hein, entre guillemets, vont plus facilement sortir avec d'autres personnes. Donc ça, adolescent, il va sentir un très grand décalage. Un décalage qui en fait existait déjà à à un âge précoce, hein, donc déjà 6, 7, 8 ans. Le surdoué a déjà connu des sentiments d'amour et d'amitié d'ailleurs, hein. Donc il est très précoce à ce niveau-là. Il a déjà vécu un chagrin d'amour réel, parfois une dépression, suite justement à cette perte de cet amour. Donc il s'en veut d'avoir perdu cet amour donc, que lui ressentait. Et c'est une perte de sens aussi. Donc c'est très profond pour le surdoué que d'être en mal d'amour, justement. Bien plus profond encore que quelqu'un de lambda qui est en mal d'amour. Donc le mal d'amour, on le sait bien, c'est déjà quelque chose par définition qui n'est pas facile à vivre. Mais une personne lambda va vivre ça moins intensément. Le surdoué vit tout de façon beaucoup plus intense, donc que ce soit l'amour quand il est heureux, donc il est capable d'être beaucoup plus heureux aussi, d'aller plus haut en décibels, si on peut parler comme ça, mais de descendre beaucoup plus bas aussi et de comment dire, de s'angoisser beaucoup plus vite. Et je pense que le problème au niveau relationnel du surdoué a vraiment ses racines dans l'enfance, dans ce type de premières expériences, hein, qui souvent sont soldées par des échecs. Donc souvent il associe l'amour à quelque chose qui fait mal, donc il va se méfier assez fort de ses sentiments et de l'amour, ce qui peut aussi l'amener à se couper de ses sentiments. On a beaucoup dit que c'était l'extérieur, les autres qui faisaient en sorte que le surdoué va peut-être renier ses sentiments. Alors oui, il y a une part de ça effectivement, mais il y a aussi le fait que lui-même se dit mince, ces sentiments-là quand même m'empêchent d'être comme les autres. Il le remarque assez vite. Ça peut rester en partie inconscient, mais il y a quand même toujours une partie de consciente, même s'il est très très jeune quand il réalise ça.
Et il va comprendre qu'en fait, comme l'amour fait mal, il vaut peut-être mieux ne pas vivre l'amour. Donc il peut aussi fuir les relations dans lesquelles il pourrait être en couple. Beaucoup de surdoués se retrouvent parfois en thérapie pour ça, en se disant moi je ne sais pas y faire, à ce niveau-là j'ai un problème. Donc ils identifient ça comme étant un problème puisque c'est un fonctionnement atypique, différent. La plupart du temps ils vont se retrouver en face d'un thérapeute qui n'y connaît pas grand-chose en la surdouance, parce qu'il y a peu de thérapeutes qui ont vraiment étudié ce domaine-là. Et je pense que l'étudier c'est peut-être pas suffisant, il faut vraiment le vivre et le ressentir à l'intérieur de soi pour comprendre vraiment toutes les parcelles de la complexité de la surdouance. C'est pas évident et on peut pas reprocher ça aux professionnels, mais la plupart des personnes qui arrivent déjà à l'adolescence et parfois jeunes adultes face à un professionnel vont dire mais voilà, moi je ne suis pas capable de faire une vie normale, de vivre une vie normale, d'établir une vie normale au niveau relationnel, au niveau amoureux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc souvent le thérapeute va être dans... Enfin, il va chercher énormément, mais il ne va pas comprendre dans quoi l'autre est. Et c'est à ce moment-là que le danger existe réellement de se faire passer pour quelqu'un de malade, alors qu'en fait le surdoué n'est pas du tout malade. C'est son fonctionnement normal comme ça. Faut pas voir des pathologies là où il n'y en a pas, et malheureusement c'est très très fréquent dans la surdouance. Les surdoués le savent bien, quand ils ont fait un chemin, quand ils sont identifiés, quand ils écoutent le chemin des autres. C'est un risque potentiel que d'être défini autrement que ce qu'on est. Malheureusement, on peut leur reprocher d'avoir deux personnalités, une personnalité publique, sociale, une autre qui est cachée. Et ça, c'est le faux self, on le connaît tous. Le faux self qui existe surtout aussi en amour. La peur de se dévoiler en amour est très très fréquente chez le surdoué. Et elle est aussi fréquente en amitié. C'est pour ça que je disais que l'amitié et l'amour sont liés. Si le surdoué arrive en fait à se défaire de ça en amitié déjà, peut-être simplement, enfin il passe pas tellement par le domaine du copinage, hein. Le surdoué est plutôt quand même déjà dans l'émotionnel, quoi qu'il arrive, donc le copinage il a du mal avec ça. Il a plutôt tendance à se faire des amis ou ne pas se faire des amis, mais n'est pas juste en train de fréquenter les gens juste comme ça, c'est pas tellement sa mentalité, même s'il peut le faire juste par adaptation sociale. Mais lui, ce qu'il vit, c'est complètement autre chose, c'est l'intensité de la relation, c'est la complicité, c'est être à la fois dans l'amour et dans l'amitié. Ça, c'est typique du surdoué. Et on peut lui reprocher, parce que s'il est en face de quelqu'un qui n'est que dans l'amour, dans le passionnel, il va se dire ok, mais le passionnel ça retombe d'office, puisque souvent le coup de foudre est suivi par un autre état qui est soit la rupture ou soit le début réel de l'amour, où on accepte l'autre avec vraiment ses défauts, où on le voit enfin tel qu'il est. Le surdoué est conscient de ça et il sait aussi que la plupart du temps, ça ne va pas passer puisque les autres ne sont pas comme lui. Enfin, il le sait, il le ressent, il le vit en tout cas. Est-ce qu'il en a conscience? Pas toujours. La plupart du temps, je pense pas. Surtout quand il est jeune. Surtout s'il n'est pas accompagné. Ça dépend évidemment de l'environnement dans lequel il grandit. Si d'autres personnes sont surdouées autour de lui, il a plus de chances qu'on lui explique. Même si on lui explique pas nécessairement que ça s'appelle comme ça, que c'est de la surdouance, on va lui expliquer, oui mais tu sais, moi quand j'étais jeune, c'était comme toi, etc. Ça va le rassurer. Et on n'a pas nécessairement mis le mot du surdoué sur son état de fait, mais sa vie émotionnelle est chamboulée vraiment, vécue tellement différemment par la surdouance justement, par le fait qu'il soit surdoué, et on en parle tellement peu que moi je trouve ça aberrant. Aberrant pourquoi? Parce que le monde est tellement focalisé sur les performances que on oublie carrément la vie interne de l'individu. Je pense quand même que euh, c'est une grosse blessure pour le surdoué. C'est déjà une grosse blessure pour la plupart des gens, je pense que qui comprennent que ils n'ont pas la légitimité de tellement dans leurs sentiments. C'est un drôle de monde quand même, que ce monde super matérialiste, au final, on ne regarde pas tellement les sentiments des gens, on n'encourage pas tellement les gens à être heureux. On encourage les personnes à avoir beaucoup de performances, à savoir s'insérer dans la société, à avoir des copains éventuellement, à avoir un employeur,
ne pas être une charge sociale, on encourage peut-être ça, et quoique ça aussi c'est sujet à discussion, mais le truc qu'on n'encourage pas du tout, c'est en fait on ne guide pas du tout les personnes qui sont potentiellement très amoureuses. Donc les hypersensibles, pour le dire autrement, parce qu'il n'y a pas que le surdoué qui va avoir des extrêmes comme ça de sentiments, des intensités de sentiments, mais le surdoué est vachement précoce là-dedans. Et ça passe limite inaperçu, alors que quand il le vit, lui, c'est pas du tout inaperçu. C'est un chamboulement complet dans sa vie, il y a vraiment aussi un avant, un après, il y a parfois des périodes de deuil, justement parce qu'on n'a pas réussi à aller vers cette personne, ou parce qu'on a réussi mais qu'à un moment donné, forcément, l'autre ne suit pas le surdoué, à moins qu'il soit surdoué aussi l'autre. Alors dans ce cas-là, ça peut donner vraiment des relations amoureuses qui sont aussi réelles que celles que l'on peut avoir en âge adulte, hein, mais souvent sont minimisées par l'entourage, où on va séparer les enfants, donc de toute façon, souvent ça crée des blessures quand même énormes. Maintenant, je pense que ça peut être beaucoup mieux vécu évidemment si l'amour est partagé, que ce sont deux surdoués qui se comprennent, qui ont tous les deux des sentiments intenses, qui sont tous les deux tombés amoureux l'un de l'autre. Donc là, je veux dire, c'est quand même statistiquement, c'est quand même pas le plus courant, hein. Mais s'ils ont vécu ça et qu'ils ont été séparés, ils peuvent en souffrir énormément aussi. Mais c'est déjà mieux de vivre ça que d'être systématiquement, se sentir justement systématiquement en décalage avec toutes les personnes de qui on tombe amoureux. Et en décalage aussi avec la manière dont c'est interprété de la part de l'autre. Donc l'autre avec un grand A, hein, puisque c'est vraiment la personne qui compte le plus. Et le surdoué, quand on lui dit oui mais non, mais c'est un truc d'enfant, ça va te passer. Ou quand on lui dit oui mais bon l'autre en question, tu vas en trouver un autre justement. Ça il peut pas comprendre. Ça reste du domaine de l'impossible pour lui. Il se dit mais c'est pas possible. Quand on est amoureux d'une personne, on est amoureux de cette personne-là et pas d'une autre. Ça peut pas être une autre. Et ça c'est très très mal compris. Même par les professionnels je pense, et surtout par les parents, par l'entourage, tante, les adultes qui entourent l'enfant, en fait, vont minimiser, et les autres enfants peuvent se moquer aussi, hein, malheureusement. Les autres enfants vont se foutre du surdoué qui ressent des sentiments réels. Ils vont lui dire ouais, embrasse-le alors, ou enfin ils vont l'encercler, ils vont lui dire de faire des choses avec l'autre, comme des bisous, lui tenir la main et tout ça. Ils vont se moquer de lui, ils vont se moquer. Donc du coup l'autre va encore plus enterrer ses sentiments, le surdoué va encore plus enterrer ses sentiments. Ça peut aussi être un objet de raillerie, et donc du coup de harcèlement scolaire et tout ce qui va avec. Et donc non, c'est pas à laisser sur le côté, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. C'est vraiment un sujet très important. C'est la vie, les racines même de toute la vie sociale se situent là, toutes les racines du couple, de la vie de famille que le surdoué peut éventuellement créer ensuite, ou ne pas créer justement parce qu'il est resté bloqué à ce stade-là et qu'il a il a vécu une certaine humiliation, et vous savez bien que les gens humiliés, généralement, se sentent coupables. Et malheureusement, ça peut rester des années dans la personne. Et donc, ne vous sentez plus coupable de ce que vous avez vécu si vous avez vécu ça, surtout pas. C'était tout à fait normal. C'était tout à fait logique. Votre chemin n'est jamais que le même que la plupart des surdoués. Beaucoup de personnes ont oublié cette période-là, hein, aussi, parce que l'enfance, généralement, on ne s'en souvient plus. Sauf que le surdoué, il est lui en lien avec tout ce qu'il a vécu, généralement, à moins que ça ait été refoulé évidemment. Il peut aussi refouler beaucoup de choses, hein, malheureusement. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'elle est super importante, c'est vraiment capital même je trouve. Et de toute façon on en reparlera. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça va être utile pour d'autres personnes qui auraient vécu ça enfant, qui n'ont pas encore mis le doigt dessus. C'est vraiment super important. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. On se retrouvera de toute façon très vite pour d'autres vidéos à ce sujet et à d'autres sujets. Je vous embrasse très fort, à ciao, bye bye.